Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on vous introduit Marie-Christine, qui est une thérapeute énergéticienne qui travaille avec les archives akashiques depuis, ça fait un petit moment, ça fait maintenant 5-6 ans, je pense, de mémoire. Marie-Christine est aussi auteure d'un livre qu'elle a publié il y a pile un an, en janvier 2020, sur les annales akashiques, justement. Et elle travaille aussi sur à la fois l'intuition et l'écriture, qui est sa réelle passion. Et donc, elle propose des solutions d'accompagnement qui mêlent ces deux passions-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Marie-Christine, sur ton parcours? Oui, tout à fait. Donc effectivement, ma spécialité, on va dire, est le gros de mon activité est autour des annales akashiques. Mais comme j'ai également une casquette en tant que coach et relaxologue et que j'adore l'écriture, en fait, j'ai mis en place un programme d'accompagnement par l'écriture intuitive et créative que j'ai baptisé le programme Métamorphose. Donc, c'est un programme en ligne en 4 sessions, en fait, pour vraiment amener les personnes à conscientiser par des exercices ou des invitations d'écriture, en fait, à conscientiser leurs ressources, leurs blocages, leurs projets de cœur, j'ai envie de dire, et puis comment après elles le mettent en action. Voilà, donc ça, c'est un programme que j'ai créé en septembre 2020. Donc, c'est assez récent et je démarre un deuxième groupe demain. Voilà, donc c'est complètement d'actualité. Sinon, j'ai aussi un accompagnement après en individuel plus coaching et j'animais jusqu'à l'année dernière des ateliers d'écriture, mais autour de l'écriture intuitive et créative. Donc, c'est pas dans un objectif de bien écrire ou d'apprendre à écrire, je sais pas, des nouvelles, des romans, quoi que ce soit. C'est vraiment de donner la voix à sa petite voix intérieure, justement la plume à sa petite voix intérieure et exprimer cette voix de l'intuition, en fait, voilà, par différentes propositions, main droite, main gauche, enfin, tout ce qui peut court-circuiter le mental pour que du coup, il y ait autre chose qui puisse s'exprimer à la place. C'est qui les personnes que tu as l'habitude d'accompagner, qui font appel à tes services? Alors, en termes de tout pour ces accompagnements-là, par rapport notamment à l'écriture et à la transformation intérieure, c'est beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle, soit qui sont encore en poste, soit qui sont entre deux, en fait, et qui se cherchent, qui cherchent à connaître un petit peu leurs atouts et surtout à dépasser leurs blocages, leurs croyances, leurs conditionnements, parce que c'est vrai que j'ai une certaine acuité à aller débusquer ces croyances et ces peurs et leur donner des outils en fait après pour vraiment pouvoir les dépasser. Parce que bon, les identifier c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc après, on va travailler pour vraiment pouvoir dépasser ça, déprogrammer et reprogrammer en fait. C'est comme ça que je le nomme en fait. Donc c'est beaucoup de personnes en reconversion, beaucoup de femmes. Mais il y a aussi des hommes et c'est essentiellement des femmes un peu partout en France et à l'étranger, puisque une des dernières que j'ai accompagnées en individuel, c'était une personne qui était en Belgique. Donc voilà, et dans le programme Métamorphose que j'ai conclu, qui a démarré en septembre et qui s'est terminé en décembre, là, j'avais une des participantes qui était en Suède. Bon, c'était une Française, hein, mais voilà. Donc, c'est l'avantage de travailler en ligne, hein, c'est qu'on peut vraiment connecter avec des gens un peu partout, quoi. J'ai une question, je pense, pour nous trois ici, c'est à peu près clair. Je pense que pour ceux qui nous écouteront, ce ne le sera pas forcément. Qu'est-ce que c'est les annales akashiques, les archives akashiques? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots Alors oui, je vais essayer de dire en quelques mots parce que sinon je peux y passer 2 heures, c'est pas le but. Alors pour faire très court, les annales akashiques, c'est ce qu'on appelle la mémoire de l'âme en fait. C'est vraiment l'enregistrement, on va dire, de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions et nos émotions depuis la naissance de notre âme, de la source jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est un champ d'information. C'est vraiment au niveau éthérique, au niveau énergétique. C'est un champ d'information qui a été d'ailleurs entre guillemets redécouvert par la physique quantique, hein, mais qui existe dans toutes les traditions ancestrales, qui n'est rattaché à aucune religion ou aucune tradition particulière. Et ce champ d'information, il vient capter
puisque tout est énergie, voilà, nos paroles, nos pensées, et en état de conscience modifié, on peut accéder à ces informations. Voilà, et ça permet en fait aux personnes de débloquer des situations, d'aller nettoyer des problématiques qu'elles ont héritées du transgénérationnel ou de vie passée ou même de l'enfance. Enfin voilà, c'est tout un processus passionnant en ce qui me concerne. Et peut-être une micro-précision pour les personnes qui sont dans les religions monothéistes. Des fois, ils sont un petit peu frileux au niveau des archives akashiques parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur parle de leur avenir. Est-ce que c'est de ça dont tu parles Alors en fait, oui, c'est bien de préciser ce point, effectivement, parce que dans les annales akashiques, si tu veux, il y a à la fois le passé, le présent et les potentialités futures, mais notre futur, on le crée à chaque instant, en fait, en fonction des choix qu'on va faire, des décisions qu'on va prendre. Et ça, c'est quotidiennement, c'est à chaque moment, en fait. Donc, le futur, il n'est pas tout tracé, enfin, dans ma vision des choses, en tout cas. Hein, je ne prétends pas avoir une vision universelle, mais c'est ma propre expérience. Donc, ce ne sont pas des prédictions en tant que telles, en fait. Ce sont des lignes de futur possibles et probable. Mais évidemment, si en sortant de la séance, la personne va prendre une décision complètement à l'opposé, bien à la ligne de temps, elle va bouger. Voilà. Donc rien n'est complètement figé et donc encore une fois, on n'est pas dans un processus de prédiction, de voyance. C'est vraiment pas ça. Les annales akashiques, c'est une énergie d'amour inconditionnel qui est là pour nous soutenir, nous guider et nous accompagner sur notre chemin de vie, en fait, pour faire en sorte que notre chemin d'incarnation dans cette vie-ci se passe le mieux du monde et qu'on vienne dépasser tous, j'ai envie de dire, les défis qu'on s'est fixés avant de venir sur Terre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans trop de détails non plus, mais voilà, c'est un petit peu l'idée, quoi. Alors, toi, justement, qui baigne dans cette énergie de l'akasha, qui aide les personnes à trouver leur mission, leur chemin de vie, comment est-ce que tu as d'abord découvert ce concept-là un peu inconnu? Je pense qu'avant, tu étais salariée. Tu veux nous parler un petit peu de cette découverte-là et de ce passage à te mettre à ton compte? Oui, alors moi, j'ai eu un passé de salarié d'une vingtaine d'années. J'ai travaillé à peu près une dizaine d'années en commercial marketing et la deuxième dizaine en communication, toujours dans l'industrie, que ce soit automobile, extraction minière ou conversion d'énergie. Et en fait, j'ai découvert le sujet des annales akashiques aux États-Unis lors d'un colloque de coaching de l'école de coaching que je suivais à Paris. Qui était une école d'inspiration américaine, en fait. Et donc, en fait, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis, en Floride, assister à un colloque qui rassemblait pendant 3-4 jours, je ne sais plus, 300-400 coachs formés de par le monde selon cette méthode de coaching. Et on avait la possibilité d'assister à différents ateliers, en fait. Et j'avais choisi un atelier qui s'intitulait qui était autour du chamanisme et des annales akashiques. Et c'est là que j'ai découvert en fait le sujet et j'ai eu un méga appel intérieur à poursuivre l'exploration une fois rentrée en France. Ce que j'ai fait progressivement parce que ça a été un gros choc pour mon mental qui n'était pas du tout prêt à rentrer, j'ai envie de dire, et emprunter cette voie-là. J'étais je pense que je suis toujours d'ailleurs quelqu'un d'extrêmement rationnel, les pieds sur terre bien ancrés. Donc, cette possibilité comme ça de dialoguer avec, j'ai envie de dire, des entités invisibles, enfin des choses qu'on ne voit pas, ça me paraissait complètement dingue. Je suis pas issue d'une famille de médiums ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment rentrer dans un chemin totalement, pour moi, nouveau et étranger. Mais en fait, j'ai été complètement poussée là-dedans. Donc, je me suis formée en parallèle de mon activité salariale. Et puis, en 2012, j'ai été licenciée. C'était un deuxième licenciement dans mon parcours de salarié quand même.
Donc, il y a quelque chose déjà en moi qui m'a dit, il y en a eu un, il y en a deux, il ne va peut-être pas y en avoir un troisième de licenciement, c'est que peut-être il y a autre chose pour moi. Mais évidemment, je ne savais pas quoi, donc je continuais à passer des entretiens. Et puis, c'était à peu près 1 an après avoir été licenciée. Au printemps 2013, je passe un entretien pour un poste dans le secteur automobile que je connaissais très bien parce que j'y avais passé 14 ans et dans un contexte de rachat que je connaissais aussi très bien puisque j'en sortais. Et à un moment donné, pendant l'entretien, il y a quelque chose qui m'a dit non mais là c'est pas possible quoi, tu peux pas, tu étais en train de retourner en arrière quoi, tu vas pas te retaper encore de l'industrie automobile et puis du rachat d'entreprise donc sous l'angle de la communication hein, puisque c'était ma dernière expérience et donc là il y a eu comme un déclic et je me suis dit bah non c'est pas possible et donc j'ai retiré ma candidature et à partir de là j'ai arrêté de postuler et je me suis dit il y a autre chose mais je ne savais pas quoi donc je me suis donné du temps pour laisser autre chose agir, je ne sais pas, mon intuition, enfin essayer de voir ce qui pouvait se mettre en place parce que j'en avais déduit que le salariat, c'était fini. Et puis être, par exemple, consultante en communication, parce que c'est aussi une piste que j'ai clairement étudiée, hein, fatalement. C'était, on va dire, la transition la plus logique. Mais en fait, il y avait quelque chose en moi qui, ça m'éclatait pas du tout de faire ça. En fait, rien que la perspective, je sentais bien que mon énergie, elle chutait, et je me suis dit, bah non, c'est pas ça. Donc à côté, effectivement, je me formais aux mémoires akashiques. Ça faisait une vingtaine d'années que j'étais dans l'exploration du développement personnel. J'ai participé à plein de stages, de conférences. Enfin, ça me passionnait. Ça me passionne toujours d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, peut-être c'est là-dedans, mais je ne voyais pas du tout quoi. Et puis, bon, voilà, la vie, les événements ont fait que progressivement, ça s'est mis en place. Juste une petite question par rapport à ça, parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui vont assister à ce sommet du déclic en étant typiquement dans la position dans laquelle tu étais à ce moment-là. Comment on se sent quand on se dit le monde du salariat, c'est plus le mien, et à la fois, je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Enfin, est-ce que tu aurais un message pour eux dans cette phase-là? Alors, en tout cas, pour moi, c'est un grand moment de solitude parce que effectivement, je me suis retrouvée face au néant, en fait, hein, face au vide, parce que je ne savais pas du tout vers quoi j'allais, en fait, et vers quoi je me tournais. Donc ça a été des moments où je me sentais perdue, où j'ai eu énormément de peur. La peur la plus profonde, c'est la peur financière, c'est comment je vais m'en sortir, comment je vais payer mes factures. Et puis, et si ça marche pas, et puis combien de temps ça va mettre pour démarrer, et puis en plus, si je vais dans les mémoires akashiques, mais comment je vais parler de ce sujet-là? Déjà moi, j'avais du mal à accepter mes capacités en fait, de me reconnaître là-dedans. Donc je me suis dit, alors, déjà j'ai du mal à m'accepter moi, à accepter ce que je fais. Je vois pas comment je vais arriver à en parler, comment je vais trouver les clients. Mais comment je passe d'un salaire quand même, j'avais un poste, je faisais partie quand même des cadres dirigeants, j'étais au siège de l'entreprise, donc j'avais quand même un très bon salaire. Donc là, c'est la dégringolade et c'est clair que c'est des peurs abyssales. Voilà, ça c'est sûr. Donc, après, comment j'ai dépassé ces peurs, ça a vraiment été tout un cheminement. Alors, j'ai la chance d'avoir un merveilleux outil que sont les annales akashiques. Donc, j'ai beaucoup travaillé dedans, j'ai questionné, j'ai demandé comment dépasser mes peurs. J'ai été déracinée, déprogrammée tout un tas de choses, un tas de croyances, comme quoi je m'en sortirais pas, comme quoi c'était trop difficile. Et puis, pour la petite
Anecdote, j'ai un papa qui était entrepreneur, j'ai un grand-père qui était entrepreneur, et sauf que mon père, il passait tellement de temps au bureau, les week-ends, les vacances, que je m'étais quand même fait une promesse quand j'étais ado, c'est que jamais je serais à mon compte, que ça, c'était pas pour moi, quoi, c'était pas possible parce que c'était trop de sacrifices. Donc voilà, donc j'étais entre mes peurs, mes croyances, les promesses que je m'étais tenues adolescente et tout, donc c'était très compliqué. Et puis, en fait, la manière dont on m'a mis le pied à l'étrier, c'est que quelque part, quand j'ai bouclé mon cycle de formation sur les mémoires akashiques, j'ai des collègues coachs qui m'avaient dit, quand tu auras terminé, tu nous fais signe, on vient te consulter. Et ça s'est fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que il y en a un, deux, trois qui a commencé à me consulter, qui a trouvé ça incroyablement éclairant et du coup, qu'on a parlé autour de lui. Et donc, ça a fonctionné par le bouche à oreille. Voilà. Moi, j'ai fonctionné pendant 2 ans sans site internet, sans carte de visite, sans rien du tout. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple que je donne, mais bon, en tout cas, voilà, ça s'est passé par le bouche-oreille. Mais c'est parce que je suis sur un créneau extrêmement… Enfin, c'est une niche, c'est une micro-niche même, je pense qu'on peut dire en langage marketing. C'est quand même très particulier. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Et tu nous montres une belle illustration de comment contourner la peur, de ne pas savoir comment parler de soi, quoi dire de soi. Et bien, du coup, tu ne le fais pas, les autres le font pour toi. C'est ça. Complètement. Mais bon, à un moment donné, la vie me met face à une obligation enfin, une obligation, oui et non, mais bon, voilà, la première fois que j'ai participé à un salon bien-être, c'est une amie thérapeute qui m'a proposé, en fait, qui m'a dit, tiens, tu voudrais pas… Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire? Qu'est-ce que je vais raconter? Et puis, en fait, j'y suis allée. Donc là, je suis clairement sortie de ma zone de confort, donc j'y suis allée. Et puis, bien effectivement, ça s'est très bien passé. Donc, il y a des personnes qui sont venues. L'année d'après, j'ai refait le même salon, puis j'ai fait une conférence en plus. Enfin, voilà, petit à petit, il y a des éléments de communication, on va dire, qui se sont rajoutés et qui ont fait que j'ai pu parler un petit peu plus largement du sujet, me faire connaître, donner de la visibilité au sujet des annales akashiques, et puis jusqu'à arriver aujourd'hui à avoir 2 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous, quoi. Donc, mais c'est clair que si on m'avait dit ça au début, tu vas avoir ton agenda qui va être rempli, tu vas écrire un livre, tu vas donner des conférences, tu vas faire des salons, mais j'aurais dit, mais c'est juste impossible, quoi. Donc, c'était pas possible pour moi. Et peut-être qu'il valait mieux que je ne le sache pas, d'ailleurs. Ouais, c'était mieux de ne pas savoir avant de sauter dans le fossé. Ouais. Là, depuis tout à l'heure, on entend les mots thérapeute, entrepreneur. Tu te situes sur lequel des deux? Je me dis, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, ça hérisse les poils. Alors, moi, alors, ça dépend des milieux dans lesquels je vais me présenter. C'est sûr que si je suis dans un milieu de thérapeute ou dans un salon, je vais dire que je suis une thérapeute. Mais pour moi, un thérapeute est forcément un entrepreneur. Parce que être thérapeute, c'est aussi gérer une entreprise. Même si je suis toute seule dans l'entreprise, j'ai quand même des factures à une comptabilité à tenir, j'ai des charges à déclarer, j'ai des impôts à payer, j'ai de la communication à faire, j'ai du marketing, j'ai des salons. Enfin, donc, de toute façon, j'ai forcément cette dimension. Voilà. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de thérapeutes ne l'intègrent pas, peut-être de la même manière que moi. L'avantage que j'ai par rapport à d'autres, peut-être sur un créneau de thérapeute, c'est que moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, j'ai cette dimension-là. Voilà. Et puis, je suis fille d'entrepreneur. Donc, j'ai aussi cette dimension-là. Enfin, je baigne là-dedans, la gestion, la compta, la finance. Alors, même si j'ai horreur de ça et que je suis vraiment pas du tout copine avec tout ça, je suis quand même obligée de m'y mettre, quoi, parce que j'ai pas le choix. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit, je pense, l'activité qu'on choisit en tant qu'entrepreneur, il y a forcément des tâches qui sont vachement moins fun que d'autres. Ça, c'est évident, mais qui sont pour autant incontournables
pour faire tourner l'entreprise, quoi. Parce que si je vends mal mes prestations, bah, je ne rentre pas dans mes frais et à un moment donné, bah, je vais mettre la clé sous la porte. Donc, au final, bah, je n'aide plus personne. Déjà, moi, je me mets en difficulté, puis je n'aide plus les personnes que je suis susceptible de pouvoir aider. Donc, voilà. Donc, pour moi, je suis sur les deux. C'est indispensable d'être des deux côtés, à la fois du côté entrepreneurial et du côté thérapeute. Voilà. Alors justement, tu parles de rentrer dans tes frais. Est-ce qu'on peut parler un peu de rentabilité? Tu avais d'un côté ta peur de perdre financièrement par rapport à ton poste qui était sécurisant et bien payé. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours? À quel moment est-ce que tu as réussi à rentrer dans tes frais et à être dans une activité qui était rentable? Alors, bon, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai peu de frais. Contrairement à quelqu'un qui va ouvrir un commerce ou qui va avoir du matériel. Enfin, voilà, moi, mon outil, c'est moi. Donc, déjà, je n'ai pas de stock. Enfin, voilà, donc je n'ai pas beaucoup de frais. Hein. Déjà, ça, c'est l'avantage. Maintenant, donc la rentabilité, eh bien, c'est vraiment le nombre de séances, en ce qui me concerne, qui va à un moment donné faire que bah, là, oui, ça commence à être équilibré. Au bout de combien de temps alors, c'est variable. Enfin, non, c'est pas que c'est variable, mais ce qui a été déterminant, c'est ma posture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où intérieurement, je me suis dit, OK, maintenant, c'est ça mon activité professionnelle. Parce qu'au début, je l'ai fait, on venait me voir, on m'appelait, donc OK. Mais je n'étais pas du tout convaincue que j'allais continuer à faire ça parce que j'ai jamais voulu faire ça. Donc, dans ma tête, je le faisais un peu comme ça. Mais peut-être qu'il allait se passer autre chose à côté qui serait peut-être plus rentable financièrement, enfin, qui serait plus nourrissant financièrement, on va dire. Donc, j'ai mis du temps avant de vraiment rentrer dans cette posture-là. Typiquement, le jour où j'ai créé mon site Internet, pour moi, j'ai ancré quelque chose. C'est comme si je faisais une sorte de déclaration en disant « Ok, bah maintenant, c'est ça, c'est ma voie et là, j'y vais. » Et donc, je me donne les moyens. Donc ça, comme je crois que je l'ai fait au bout de 2 ans. Donc, les 2 premières années, bon, bah, j'étais à Pôle emploi, enfin voilà, donc j'avais d'autres rentrées, il n'y avait pas la même pression, sauf que bah, à un moment donné, 2 ans, ça passe très vite. Et du coup, bah, quand on voit l'échéance qui arrive, on se dit, oh là là, faut peut-être que je m'agite un petit peu, quoi. Et donc là, à un moment donné, bah, hop, je crée mon site Internet. À partir du moment où j'ai créé mon site Internet, où c'est devenu beaucoup plus visible et officiel, et surtout par rapport à mon propre regard sur moi, en fait, et sur mon activité, eh ben, il y a quelque chose qui s'est accéléré, en fait. J'ai eu beaucoup plus de demandes. Alors, je ne me demandais pas comment, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un constat. J'ai eu beaucoup plus de demandes. Et à partir de là, bah, je pense que assez rapidement, peut-être en maximum 1 année, j'ai commencé déjà à atteindre un certain équilibre. Alors, je suis très loin de ce que je gagnais quand j'étais en entreprise, je vous le dis très clairement, sauf que je n'ai pas du tout la même pression, le même stress, je ne travaille pas autant non plus, et ça, c'est un choix. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à l'activité que je fais, je ne peux pas faire 8 séances par jour, c'est juste impossible. Sinon, je m'épuise, et à partir du moment où je suis épuisée, bah, après, ce que je fais, ça n'a plus de sens. Donc, et si je me suis mis à mon compte, c'est aussi pour ne pas retomber dans les mêmes travers que ce que j'ai vécu en tant que salarié. C'est-à-dire être tout le temps à bosser comme une dingue, être hyper stressée, parce que c'est bien gentil de gagner beaucoup d'argent, mais si c'est pour être tout le temps fatiguée, malade et pas en profiter, bah, il y a un moment donné, moi, j'ai décidé de ne plus payer ce prix-là. Donc voilà. Donc, j'ai un niveau de salaire qui, par rapport à mon temps d'investissement, est tout à fait satisfaisant, mais qui n'a rien à voir avec ce que je pouvais gagner avant. Voilà. Ok. Peut-être qu'on peut rebondir sur, on aime bien aller sur la question des compétences clés de l'entrepreneur. Est-ce que tu en as cité quelques-unes en parlant justement de la différence, ou en tout cas de la complémentarité thérapeute-entrepreneur? Est-ce qu'il y a des choses, selon toi, qui sont essentielles,
Et surtout, quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, il y a je ne sais pas si tu avais imaginé que tu allais du coup gérer la partie administrative, communication. Alors, en fait, ça n'a pas été une surprise pour moi. Donc, je pense que c'est peut-être aussi parce que, voilà, je suis fille d'entrepreneur, donc je pense que j'avais déjà peut-être une connaissance d'un certain nombre de choses. Ça m'a pas trop surprise. Je pense que ce qui est essentiel quand on est à son compte, et surtout quand on travaille en indépendant seul, parce que celui qui a une entreprise avec des salariés, je pense que c'est encore un autre cas de figure. Mais quand on est seul, je pense que c'est super important d'avoir vraiment des capacités, des compétences en organisation. Organisation du temps, gestion du temps, la frontière entre le privé et le professionnel, parce qu'il n'y a personne qui va nous dire tiens, là, il faut que tu fasses ça aujourd'hui, ou tu dois me rendre le dossier à telle date, etc. C'est nous qui gérons tout ça, en fait. Donc, ça demande une autodiscipline, quelque part. Beaucoup de rigueur aussi. Parce que pour tous les aspects administratifs, gestion et financiers, forcément, il faut de la rigueur. Ça demande aussi, pour moi, de l'anticipation et de prévision. C'est-à-dire que, typiquement, si j'ai des prestations à tel tarif, que je suis en capacité de faire tant de séances par jour, eh bien, jusqu'à combien je peux en faire dans une semaine et donc combien par mois, et ça me donne un prévisionnel annuel. Et ensuite, moi, je suis mon budget. Alors, ça va peut-être étonner des thérapeutes s'il y a des thérapeutes qui nous suivent, mais moi, je suis mon budget mensuellement et annuellement. Je fais des prévisions et j'ajuste et je regarde. Et voilà, et c'est important pour moi de pouvoir avoir de la visibilité à ce niveau-là. Parce que typiquement, quand on est à son compte, le jour où on prend des congés, il n'y a rien qui rentre. Le jour où on est malade, il n'y a rien qui rentre. Donc ça, il faut aussi en tenir compte. Donc c'est important d'anticiper, de planifier, de prévoir un minimum. Après, l'autre chose qui me semble être essentielle quand on est indépendant comme ça, c'est le réseau. C'est de travailler en réseau. C'est-à-dire d'avoir d'autres personnes dans ses contacts qui sont aussi en indépendant, pas forcément sur le même créneau, mais avec lesquels on peut échanger. Soit parce qu'à un moment donné, on a des doutes, soit parce qu'on essaye de mettre quelque chose en place et puis on ne sait pas trop et on a besoin d'avoir un feedback. Enfin, voilà, pour moi, c'est super important. Il ne faut pas travailler seul. Enfin, il ne faut pas. Personnellement, je ne le conseille pas. Après, chacun est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut. Mais je pense que le collectif, le réseau est vraiment une très grande ressource quand on est à son compte. Il faut éviter de rester isolé parce que sinon, on peut très vite déprimer, surtout au début où évidemment, les clients, il faut qu'ils arrivent, quoi. Il faut se faire connaître. Ça peut prendre un peu de temps, effectivement. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc après, c'est aussi, dans mon cas, faire appel à la créativité, à l'intuition, parce que créer des nouveaux programmes, voilà, c'est aussi ne pas rester tout le temps dans une même routine. C'est se réinventer, c'est trouver des idées. Ça, c'est important aussi. Carrément. Tu veux poser la question ? Oui. Tu nous parles d'anticipation et de créativité, et forcément, ça nous rappelle un peu ce que tout le monde a dû déployer en 2020. Comment ça s'est passé pour toi, 2020 ? Parce que l'anticipation, c'était un peu compliqué. Ouais. La créativité, il en fallait plein. C'est ça. Oui, alors bon, moi, je me considère extrêmement chanceuse parce que j'avais déjà une partie de mon activité qui se faisait à distance. C'est-à-dire, je travaillais, j'avais des clients qui venaient sur Paris. Je suis basée à Paris. Mais je travaillais déjà par Skype, WhatsApp, par téléphone. Sauf que j'étais sur une proportion à peu près 1/3 à distance et 2/3 sur Paris. Donc, évidemment, quand le confinement est arrivé, ça veut dire rappeler toutes les personnes qui avaient rendez-vous sur Paris et leur proposer un rendez-vous à distance. Donc, il y a des personnes qui ont accepté et puis il y en a d'autres qui ont dit non, je vais attendre. Donc voilà, donc pour moi, c'était OK, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc, effectivement, ça oblige d'être hyper réactif.
et d'avoir une solution à côté. Donc, moi, j'avais la chance de ne pas être sur du 100% présentiel parce qu'effectivement, sinon, la réactivité aurait été beaucoup plus longue en termes de résultats. Mais j'avais déjà une activité qui était à distance et en plus, en décembre 2019, il y avait les grèves SNCF, RATP, je suis dans Paris, donc on a été hyper impactés et donc j'avais déjà basculé toute mon activité de décembre 2019 sur du distanciel en fait, uniquement. J'avais annulé tous les rendez-vous sur Paris en fait parce que c'était trop compliqué, sinon les gens après ils arrivent en retard, enfin c'était ingérable. Donc déjà j'avais déjà basculé, donc j'avais un petit peu l'expérience. Ce qui s'est passé en 2020, bien, c'est que de 1/3, 2/3, je suis passée à du 100% distanciel, y compris une fois que le confinement s'est terminé. J'ai continué, en fait, aussi parce que j'ai découvert que pour moi, c'était plus confortable. Donc, j'y ai pris goût, même si beaucoup de personnes ça leur sort par les yeux d'être tout le temps à causer à un écran. Bien moi, à un moment donné, énergétiquement, je me sentais moins plombée que d'être en présence des personnes, en fait. Donc, c'était aussi un besoin que j'avais. Et puis, j'ai repris effectivement en présentiel en partie au mois d'août. Août, septembre, octobre, et puis après, bing, à nouveau distanciel. Donc aujourd'hui, je suis sur du 100% distanciel. Je reprends les séances en présentiel fin février et puis mois de mars. Parce que comme j'ai 2 mois d'attente, je suis obligée et que mon agenda est en ligne, je suis obligée de programmer mon agenda 2 mois à l'avance. Donc, ce qui est extrêmement compliqué en ce moment, comme vous pouvez bien vous l'imaginer. Donc, je fais des paris. Et puis voilà. Donc, j'ai la chance, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, que j'étais déjà implantée sur le créneau du distanciel. Donc, ça veut dire que moi, j'étais à l'aise avec l'outil, déjà, je le connaissais, et depuis longtemps. Parce que quand je faisais du coaching, je faisais que du coaching à distance. Et du coup, après, c'est aussi une éducation par rapport aux clients. C'est clairement dans le cadre de mon activité, il n'y a aucune différence de résultat, que ce soit en présentiel ou pas. Alors évidemment, ils peuvent penser que c'est un discours commercial et que ça m'arrange de leur dire ça. Et ça, je peux pas penser à leur place, hein, évidemment. Je leur laisse le choix et c'est à eux de voir. Maintenant, la chance qu'il y a, c'est que comme il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté le travail à distance, par visio et par téléphone, contraint et forcé, il y en a plein qui l'ont découvert aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des croyances, non, c'est moins bien, ça ne va pas fonctionner, je préfère être à côté de vous, etc. Que ce soit pour ce que je fais ou pour d'autres choses. Hein. Je pense que pour vous, c'est pareil. Et puis, quand on n'a pas d'autre choix, à un moment donné, soit on ne fait rien, soit on teste. Et puis, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si mal que ça, voire c'est très bien. Et du coup, il y a des gens qui m'ont rappelé après et qui finalement ont pris un rendez-vous par Skype et non pas sur Paris, alors qu'ils pouvaient venir sur Paris. Donc, par rapport à ton chiffre d'affaires, est-ce que tu as vu des fluctuations sur 2020 et comment tu te positionnes par rapport à 2021 qui démarre? Alors, j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires quand même parce que je fais également des soins énergétiques et les soins énergétiques, je ne les propose pas à distance. Donc, effectivement, les soins énergétiques, j'ai eu du coup une baisse sur cette prestation-là que je n'ai plus pu faire pendant plusieurs mois, en fait. Donc effectivement, j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires. Sur 2021, comme en fait, là, pour l'instant, je suis sur du 100% distanciel, forcément, j'ai encore les soins énergétiques en moins. Donc, le chiffre d'affaires, il est... j'espère qu'il sera... pour moi, il ne pourra pas être plus bas que l'année dernière, sauf si, pour une raison X ou Y, je ne suis pas, moi, en capacité de travailler, parce que du coup, il n'y a pas de rentrée, hein, ça c'est clair. Mais... a priori, il ne devrait pas être plus bas parce que je ne prévois pas de moins travailler, encore une fois, sauf s'il se passait quelque chose qui m'affecte. Mais voilà, et j'espère que ce sera un peu plus. Mais bon, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai mis en place
ce fameux programme d'accompagnement à la transformation intérieure par l'écriture intuitive et créative, le programme Métamorphose que j'ai mis en place en septembre. Et en fait, pour la petite anecdote, quand je l'ai mis en place en septembre, c'était un programme 100% en présentiel. Parce que ça fait depuis 2016 que je propose des cercles d'écriture intuitive et créative en présentiel. J'avais fait une fois par Skype seulement. Et donc là, en septembre, j'avais tout prévu en présentiel. Sauf que en fait, les personnes qui m'ont contactée, c'était des clientes qui étaient super intéressées et qui n'étaient pas du tout à Paris, dont une qui était en Suède et qui m'ont dit « Ah, Marie-Christine, c'est super ce que vous proposez, ce que tu proposes, mais est-ce que tu vas le proposer à un moment donné en ligne, etc. » Et là, moi, je me suis dit « Ok, maître mot adaptabilité, donc pas de souci, je vais faire à la fois en ligne et en présentiel. » Techniquement, c'est tout à fait possible. Et puis, le fait est que j'ai eu finalement que des inscriptions pour du distanciel, donc par Skype. Voilà. Et du coup, là, je redémarre le programme pour le cycle hiver 2021, donc qui démarre demain. Et cette fois, je suis partie carrément sur du distanciel, quoi. Je ne me suis même pas posé la question. Mais en fait, ce n'était pas prévu comme ça au départ, quoi. Donc, ça, c'est juste pour la petite anecdote. Mais je me suis dit, début septembre, de toute façon, à la rentrée, j'ai reçu un message comme quoi le maître mot de la rentrée, c'était adaptabilité. donc, de toute façon, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, OK, bon, j'ai des gens qui sont intéressés pour le faire en ligne. Eh ben, faisons-le en ligne. Ne nous attachons pas au présentiel. Il faut s'attacher à rien du tout. Donc, voilà. Du coup, j'ai une petite question pour toi parce que ça fait 2 fois que tu dis que le programme commence demain et qu'on enregistre en décalé. Donc, les gens qui vont nous regarder vont peut-être se dire « Génial, c'est demain !» Et en fait, demain, c'est le 16 janvier pour nous. Exactement. Est-ce qu'il y aura une autre possibilité de rejoindre peut-être la saison printemps alors Oui, il y aura un cycle au printemps qui démarrera en avril, en fait, qui ira d'avril à juin. C'est sur 4 sessions à chaque fois. C'est distancé d'à peu près 3 semaines pour avoir le temps d'intégrer, puis parce que je donne aussi des propositions d'exploration en intersession. Voilà, donc ça démarrera en avril. J'ai plus trop la date en tête, mais de toute façon, ce sera sur mon site internet. Donc oui, il y aura un autre programme, parce qu'en fait, ça a bien plu, le premier cycle. Et puis parce que moi, j'adore en fait ce type d'accompagnement. Je trouve ça extrêmement puissant. C'est à la fois très ludique et en même temps, c'est très profond. Et ça travaille vraiment, et ça, c'est pas que moi qui le dis, parce que c'est les retours que j'ai eus. Donc, je trouve ça super. Et en fait, comme il y a plusieurs personnes, donc là, il y a 8 personnes et je limite volontairement parce que je privilégie les échanges et les partages et j'encourage les partages à voix haute. Et donc, si on est 25, c'est juste pas possible, en fait. Et c'est pas ce que je souhaite faire, en fait. Moi, j'aime bien travailler en petits groupes. Voilà, je trouve ça plus… Bon, c'est pas la même relation, c'est pas la même chose, c'est un choix. Donc voilà. Ça fait des années, voire des dizaines d'années que tu es intéressée, navigante autour du secteur du développement personnel. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la température en 2021 de ce qui se passe dans ce milieu-là et peut-être des recommandations ou des mises en garde pour ceux qui nous regardent et qui commencent à s'intéresser à ce secteur-là? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est de suivre son intuition. Alors, je sais que quand je dis ça, il y en a beaucoup qui vont être en panique parce qu'ils vont se dire « mais moi, je ne suis pas du tout intuitif ou intuitive. Je ne sais pas ressentir, je ne sais pas ce qui est bien ou pas pour moi. » Ça s'apprend. C'est-à-dire qu'en fait, on a un outil merveilleux qui s'appelle le corps, qui est un vrai capteur, un vrai baromètre. C'est un émetteur et un récepteur d'informations et il nous parle tout le temps, notre corps, c'est-à-dire qu'il y a des ressentis. Donc, j'ai pas forcément un sujet ou d'exploration particulier à conseiller parce que ça, c'est vraiment une question d'affinité. Et puis, je pense que c'est important que chacun découvre ce qui fait du sens pour lui ou pour elle parce que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement
d'écouter son ressenti. C'est-à-dire que quand je sais pas si par exemple je vais écouter une conférence ou si j'assiste ou à un atelier ou à un stage et si je me sens super bien et que j'en ressors avec la banane, avec plein d'énergie, j'ai plutôt envie de dire c'est que c'est plutôt positif. C'est que la personne est bien, que ce qu'elle propose convient pour la personne qui y a assisté. Si au contraire, quand je ressors de là, je suis sans dessus dessous, je me sens mal, je suis stressée, il y a un truc qui cloche, quoi. Donc voilà, donc j'ai plutôt envie de dire ça, quoi. Suivez votre intuition, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, connectez-vous à votre corps. Lui, il ment pas. Voilà, votre mental, il va vous raconter un tas de trucs, il va vous dire oui, peut-être, je sais pas, mais voilà, ça c'est le discours du mental. Le corps, lui, il a l'information, il sait très bien ce qui est juste, ce qui n'est pas juste pour soi, en fait. Donc, il y a de toute façon de plus en plus de choses qui se passent en ligne, évidemment, puisque voilà, c'est une des conséquences clairement de l'année 2020 qui vient de s'écouler. Maintenant, il y a plein de sujets, on va dire des plus peut-être concrets aux sujets les plus perchés. Donc, bon, à chacun de faire son tri et d'explorer. Et puis même, si on va dans une voie et que le résultat, il n'est pas concluant, pour moi, c'est une expérience. Hein. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une expérience. Donc c'est important aussi de ne pas se couper des expériences. Je continue la réflexion dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui voient que de plus en plus, il y a des gens qui s'orientent vers les métiers de la thérapie alternative? Est-ce que le secteur commence à être bouché? Toi qui as un peu de recul sur cette situation-là, ou est-ce qu'il y a plus de demandes, un peu comme quand Uber est arrivé à Paris, finalement on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui prenaient des taxis? Alors, c'est clair que, à mon sens, il y a de plus en plus de demandes. Moi, je vois bien dans ma clientèle, les profils des personnes ont évolué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, beaucoup plus de personnes qui ont des prises de conscience, en fait. Voilà, qui ont envie de s'ouvrir à autre chose, qui ont envie peut-être d'entendre un autre discours que le discours officiel, et puis après de faire le tri dedans. Donc oui, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Et d'abord, il n'y a qu'à voir aussi toutes les formations qui existent, toute la littérature qui existe, enfin tous les livres, les ouvrages qui sortent sur tous ces sujets. Il n'y a qu'à voir les rayons développement personnel dans les librairies. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans en arrière, il y avait quasiment rien, ça n'existait pas. Puis aujourd'hui, il y a pléthore de choix. Donc oui, c'est clair que c'est une tendance très lourde du marché, ça c'est sûr. Après, est-ce que le marché est saturé? Alors, ça dépend peut-être des domaines. Hein. Il y a certainement beaucoup plus, effectivement, de gens en sophrologie, en naturopathie qu'en mémoire akashique. Voilà. Maintenant, c'est pas parce que il y a plein de. Moi, ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'il y a plein de naturopathes ou je sais pas, d'hypnothérapeutes que celui qui choisit cette voie n'a aucune chance de percer. Parce qu'en fait, ce qui fait la différence, au final, ce n'est pas la technique, c'est la personne. C'est-à-dire l'énergie, qu'est-ce qui se dégage de cette personne, en fait. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je vais aller plutôt chez un thérapeute qu'un autre et qui propose exactement la même chose. Moi, je donne toujours l'exemple suivant quand on me parle de ça. Je dis, vous avez qu'à regarder, vous sortez dans la rue, regardez le nombre d'opticiens qu'il y a. Eh bien, il y a un opticien pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a qui vont chercher un prix, d'autres qui vont chercher un design, d'autres qui vont chercher je ne sais pas quoi encore. Donc, de toute façon, c'est une question de positionnement. Et le positionnement, il se fait vraiment par rapport à qui je suis. Est-ce que moi, j'ai envie d'apporter, en fait, et par rapport à mes valeurs, par rapport à mon expérience, à mon parcours de vie, à ce qui va résonner avec moi ou pas. C'est ça qui va faire la différence, en fait. C'est pas tant la technique, parce qu'au final, si tout le monde pratique la même chose, on se rend bien compte que si on va avoir trois, je sais pas, naturopathes, par exemple, ça ne sera pas pareil. Il y en a avec lesquels on aura plus de feeling et du coup, on va choisir celle-là. Peut-être que ce n'est pas la plus expérimentée,
Mais est-ce que c'est ça qui est grave? Je veux dire, ce qui est important, c'est que je me sente à l'aise avec la personne pour pouvoir entamer un potentiel travail que j'ai à faire avec. Bien sûr que son parcours, ses compétences, potentiellement son diplôme ou sa certification, bien sûr que ça peut avoir une importance et ça peut peser. Mais à mon avis, rien ne remplace l'expérience et rien ne remplace la posture de la personne. Parce qu'on peut être bardé de diplômes, mais si on n'est pas, je ne sais pas, dans le cadre d'un thérapeute, si on ne fait pas preuve d'empathie, si on ne sait pas réellement écouter, si on n'est pas dans la bienveillance, la personne, elle va venir une fois, éventuellement, elle va venir 2 fois parce qu'elle ne va pas oser couper la relation, mais après, elle ne va pas revenir. Or, ce qu'on veut, c'est entretenir une relation potentiellement dans la durée, une relation de confiance. Donc, ça ne se fait pas que sur les compétences. Génial, je crois qu'on repart avec un super message à la fois d'espoir, beaucoup d'outils, je pense, pour les personnes qui nous regardent sur quels sont les aspects, les compétences qu'ils peuvent développer si le chemin qui les intéresse, c'est d'aller vers ce métier alternatif. Peut-être une dernière question avant de conclure pour les personnes qui nous regardent, s'ils veulent en savoir plus sur toi, peut-être nous redonner le nom de ton livre ou quelques éléments pour qu'ils puissent venir voir ce que tu fais, découvrir ton univers. Oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai un site internet, comme vous avez compris maintenant, donc qui s'appelle reliance-coeur.com, reliance-du6coeur.com. Et sinon, mon livre, c'est Au cœur des archives akashiques. Et puis, après, j'ai une chaîne YouTube, j'ai des pages Facebook, mais tout ça, c'est sur mon site internet. Donc les personnes auront l'info, même l'info du livre est sur mon site internet. Donc, reliance-coeur.com, à la limite, c'est surtout ça qu'il y a peut-être à retenir. Et ton livre, on le retrouve à la FNAC, dans les Mon livre, il est chez tous les libraires indépendants. Il est aux éditions Hachette, donc il se trouve assez facilement. S'il n'est pas disponible, il est sur commande auprès de votre libraire. Moi, je suis plus à encourager les libraires indépendants qui ont malheureusement beaucoup souffert, comme beaucoup. Mais il est également disponible en ligne pour les personnes qui n'ont pas une librairie à proximité de chez elles. Effectivement, voilà, sur tous les sites en ligne que je ne nommerai pas. Voilà, il est disponible en France et y compris en francophonie, Belgique, Suisse, Québec. Voilà, jamais il y a des personnes qui ne sont pas que en France qui nous écoutent. Tout à fait possible. Je crois que c'est le moment de te remercier chaleureusement pour tout ce partage et cet échange de cœur à cœur. C'était chouette. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité.